Salut tout le monde, vous allez bien? Enchanté, ceux que je ne connais pas. Alors, c'est ça l'aléa du direct, c'est bien. Parce que moi j'avais pensé qu'il y avait deux personnes qui passaient avant moi. Donc il y a des slides qui auront peut-être moins de sens, mais c'est pas grave. Moi ce dont je vais vous parler c'est de cas d'usage culture. En vrai je reste après l'apéro si vous voulez parler. Moi, dans mon métier, j'accompagne des boîtes qui font de la culture, des agences qui font de la pub, de la com, de la créa, de l'archi, etc. Et j'intègre l'IA générative chez eux. Donc en fait, toute la journée, ils viennent pleurer sur mon épaule pour me dire « ça c'est chiant, ça j'aimerais bien qu'on le résolve ». Et moi, comme je fais l'acculturation et le conseil, je fabrique pas la solution. Donc en fait, il y a plein d'entreprises, notamment... Non, je te laisse faire. Oh. Donc en fait il y a plein de boîtes même sur Nantes et sur Paris qui me disent ok tu nous parles des cas d'usage parce que nous on veut monter des produits d'un point de vue business, mais ce que je vous propose c'est de vous les partager aujourd'hui, et donc c'est pour ça que je prends la parole. Alors au niveau culture, on s'est rendu compte en nommant les verticales qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu paralysés sur le sujet du mot culture en fait, et qui associaient des choses un peu particulières comme les musées, comme une bibliothèque avec des bouquins très intellectuels, ou alors le fait d'aller au théâtre. Et j'ai plein de potes designers qui ont galéré à s'inscrire en se disant « Oui, mais tu sais, moi je vais pas beaucoup à l'opéra, quel est le rapport avec le mot culture ?» Enfin si, mais il y a d'autres choses. Et donc, petite proposition live que je fais au reste de l'équipe Shift, on aurait peut-être dû rajouter une lettre, parce que quand on rajoute juste le L, tout le monde direct pense à ça, au Hellfest, se met directement à se dire bah oui carrément c'est culturel, ou à des nuits blanches, à de la mode ou à des rappeurs. Donc en fait déjà il y a le premier sujet, nous ce sur quoi il y a un gros point sur Shift notamment, et il faudra qu'on le refasse dans notre com pour dans 10 jours, c'est de dire la culture et l'IA c'est le culturel, c'est plein de choses. Quand on pense à des industries, on va penser musique, cinéma, littérature. On peut parler aussi de mode, de design, d'architecture. Il y a énormément de besoins. Des séries, sujet du festival, du patrimoine. Vous avez dû en entendre parler de ces IA qui permettent de faire parler des personnages historiques, ce genre de choses. Ouais, oui. La valorisation du patrimoine. Il y a une IA qui m'écoute, je crois, c'est ça ? Il n'y a pas de souci. Bande dessinée, radio, podcast et danse. Bref, en fait, sur le sujet de la culture, il y a plein de thématiques différentes. Là, moi, ce que je voulais faire, c'était qu'il y en ait deux avant. Je vais voir, je pense que je vais me prendre un four, c'est pas grave. Ouais, moi j'ai un trouble de l'attention, c'est compliqué. En fait, dans tous les sujets de culture, quels qu'ils soient, que ce soit de la mode, que ce soit du design, que ce soit de l'archi, j'ai identifié plein de valeurs ajoutées assez claires. La collaboration, la personnalisation, l'inspiration, l'optimisation. Ce que je vous propose, c'est de prendre chaque point un petit peu. Quand je travaille avec des archis, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils veulent améliorer leur capacité à travailler ensemble, à ce que les idées de l'un puissent nourrir les idées de l'autre, que le travail commencé par l'un puisse être utile pour l'autre. Le sujet de la personnalisation, aujourd'hui, il y en a qui sont un peu proches. Vous avez peut-être fait appel à une agence de com ou une agence de pub pour travailler avec vous, pour promouvoir un produit. Le fait de personnaliser, c'est un point qui est central. Et au niveau culturel, c'est aussi un sujet. Le fait d'inspirer, de donner des idées, d'optimiser. Vous avez un ordre d'idée du coup que ça a de faire un shooting photo, par exemple, pour un produit ou pour de la pub ou pour promouvoir quelconque action. C'est pas 200 balles. Hein. C'est très vite, ça monte assez cher. Donc il y a des coûts qui sont très élevés, notamment ceux qui sont attachés à toute la partie environnementale. Dites-vous que les spots pub, pendant longtemps, étaient beaucoup tournés en Afrique du Sud, parce que là-bas, il y a plein d'environnements différents. Et donc, ça permet d'avoir plein de types d'espaces pour tourner. L'IA, c'est aussi ça. C'est le fait de pouvoir optimiser. Et en fait, à Saint-Herblain, tu peux faire ton tournage pour faire croire que tu es n'importe où, mais pas à Saint-Herblain. J'adore Saint-Herblain. En plus, j'adore Saint-Herblain, il n'y a pas de souci avec Saint-Herblain. C'est pour vous donner un exemple. Le sujet de l'immersion, le fait de diffuser, d'expérimenter, pédagogie, administration. Alors pourquoi je vous ai mis tous ces liens-là ? C'est parce qu'en fait, je voulais tenter un format de brainstorming à plus de 50 dans la salle, là maintenant. Ok ? Parce que là, ça fait des mois que quand je demande à des gens culture et IA, est-ce que tu as des idées ? Ça bloque.
Et du coup, je me suis dit, je vais tenter un format avec vous. L'idée, c'est que je vais vous demander de me donner un nombre entre 11 et 128. Et là, je veux voir si ça fonctionne, mon système. Est-ce que quelqu'un peut me donner un nombre entre 11 et 128 ? 42. Alors, il y a 42, ok. Et il y a un 86 qui est apparu, c'est ça ? Ouais, 86. Ok, donc 86, je prends un festival, je prends la diffusion, et là, je me pose la question de comment est-ce que l'IA, elle peut m'aider sur ce sujet, la thématique festival et diffusion, ok ? En vrai, ça marchait bien tout à l'heure. 42, on va voir. La mode et la personnalisation. Ok, ça marche un petit peu mieux. En fait, les problématiques que j'ai vues en bas, que je vous ai mis en bas, on pourra en parler beaucoup plus. J'ai que 20 minutes devant moi, donc je vais pas parler pendant des heures. C'est des problématiques que j'ai identifiées et qui s'appliquent à toutes les catégories d'industrie. Donc en fait, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de cas. En associant la partie du haut avec la partie du bas, on trouve plein de cas d'usage. C'est un truc assez mystérieux, mais si jamais vous prenez juste les trucs que vous kiffez en haut et que vous prenez un au hasard en bas, bah ça y est, vous avez votre projet pour venir à Shift dans 10 jours en fait. C'était ça mon idée pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont toujours rêvé de peut-être faire une BD ? Je crois que j'avais parlé de bande dessinée avec quelqu'un ici, c'est probable. Le fait de créer votre propre œuvre, c'est trop bien, il y a des photos, c'est exactement ce que je voulais. J'ai mis une slide après pour prendre la photo. Merci beaucoup, c'est une très bonne idée. Est-ce qu'il y en a qui se sont posé la question de j'aimerais bien faire mon film, j'aimerais bien faire ma série, j'aimerais bien faire une bande dessinée ? Vous pouvez lever la main, ceux qui ont un peu cette problématique. Ok. On est sur 80-90% de devs ce soir, à ton avis, ou pas ? Juste pour savoir. Qui est dev ? Ça va, ok. L'accessibilité à la création avec l'IA, c'est un vrai sujet, mais c'est pas le sujet qui rapporte le plus à mon avis. Donc quelqu'un qui a dans son coin envie de faire une BD, qui a envie dans son coin de faire un film, qui a dans son coin envie de faire une musique, c'est rigolo, mais il y a des vrais cas d'usage qui sont un peu plus profonds. Je vais vous en évoquer un qui sera pas forcément avec une slide. Dans l'architecture, par exemple, et dans la pub, il y a la question de l'appel d'offres. Je suppose que beaucoup d'entre vous faites des appels d'offres, mais peut-être pas dans la créa. Et en fait, pour convaincre dans un appel d'offres, il faut montrer quelque chose. Donc sur de la tech, tu vas pas dev l'outil complet et dire bah voilà, prenez-moi. Dans le monde de la créa, il faut faire une créa, en tout cas donner des intentions, travailler parfois pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour qu'on dise t'es deuxième, t'as perdu, ça sert à rien. Et donc ça, rien que ça, c'est d'un point de vue économique, toutes les boîtes que j'accompagne qui font de la créa, il y en a qui font des appels d'offres avec de la créa ou pas ? Non, personne, ça vous... Ouais, un petit peu. Donc tu bosses pendant 2 semaines, tu dis bah voilà, pour votre marque, je pense que ça c'est une super idée créative. Et en fait, on te dit bah c'est cool, mais il y a l'autre à côté qu'on va choisir. Et les 2-3 agences ou boîtes qui ont essayé de participer, bah c'est à la poubelle. Le travail est très peu réexploité, c'est une nouvelle piste pour optimiser, parce qu'entre plusieurs projets, on peut retravailler des choses qu'on a déjà faites. Ça marche hyper bien avec l'architecture. J'ai un concept, je dois le montrer. Je ne peux pas vous le montrer là, mais je pourrais le montrer sur mon tel tout à l'heure en individuel parce qu'on est filmé. Mais je peux vous donner des exemples de cas où en fait on va se servir de l'IA pour montrer à quoi un bâtiment va ressembler alors qu'il n'est pas construit. Normalement, ça prend à peu près 5 jours, 6 jours pour une équipe peut-être de 2-3 personnes de faire un projet complet. Et là, j'étais encore en formation lundi avec une équipe et en solo, le directeur de création, il l'a fait en 5 heures. Et le résultat, il était mieux que ce qu'il faisait avant. Bon, bah autant vous dire qu'il m'a dit que dès lundi, il vous regarde peut-être en replay, je vois dans le futur. Là, je sais que dès lundi, maintenant les appels d'offres, ils réorganisent complètement leur manière de bosser pour répondre à leur appel d'offres de la meilleure manière. Ça ne veut pas dire virer tout le monde, ça veut dire qu'enfin, ils vont pouvoir faire de la veille. Parce que quand tu es créa et que tu n'as pas lu le bouquin depuis 3 mois, c'est un peu gênant pour avoir des idées. Voilà. Donc ça, c'est un des spectres sur lequel on peut aller. Je vais vous donner un exemple concret. Je fais le malin, je vous montre plein de possibilités, je vous demande un numéro. Moi, là, je suis en train de monter une boîte en ce moment où potentiellement, c'est tous les sujets en haut, potentiellement, c'est tous les sujets en bas. Pour faire plus simple, je me suis dit le design et l'expérimentation, comment je me sers de l'IA pour aider les gens qui créent et qui designent des choses. Et donc là, ceux qui viennent souvent, je suis désolé, je ne vais pas en parler longtemps, mais les autres, je suis obligé de le dire en une fois.
Du coup, j'ai monté une boîte là en ce moment. On va lancer dans un mois à peu près notre V1. Ça parle à quelqu'un, ça? Ouais, vous voyez? Donc, j'ai envie de créer quelque chose et j'ai besoin d'une couleur fidèle. J'ai besoin de cet outil. En fait, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un... Comment dire? C'est pas du tout ce que je me suis dit. Midjourney, ils ont annoncé qu'il y avait 4 milliards de styles graphiques différents qu'ils ont identifiés, qui sont capables de générer. Du coup, je me suis dit, c'est quand même une galère et il faut les chercher à la mano, de la même manière qu'avec la couleur, il faut la chercher à la mano. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais faire pareil, sauf que ce ne sera pas des couleurs, mais en fait, ce sera des styles graphiques. Et du coup, là, avec mon équipe, on est en train de faire tout un pantone du style graphique. Et donc, vous pouvez sélectionner votre style graphique avec une analyse qui a été faite, qui est précise. Parce que là, le choix des couleurs, il n'est pas fait « Ah, j'aime bien ». C'est des heures et des heures et des semaines de travail pour que la couleur, elle soit utilisable par les entreprises demain. Et donc là, moi, c'est un peu la même chose. On est en train de travailler sur le sujet. On s'est dit, les créas, l'expérimentation, on va servir de l'IA pour faciliter. Et là, on a commencé à le mettre entre les mains d'utilisateurs. Ça marche super bien. Ils imaginent une affiche, ils imaginent un visuel, ils ont envie de créer un livre pour enfants, ils ont envie de faire de la créa, de raconter quelque chose. En fait, ils regardent dans nos catégories, ils voient ce qui est utile pour eux, ils cliquent dessus, ils s'en servent, et du coup, ça leur permet, les styles, les 4 milliards, on peut les fusionner, donc d'affiner. C'est une sorte de pantone du style graphique. Je ne vous dis pas que j'ai atteint mon product market fit, je suis en train de dire que j'ai lancé un truc qui est en train de se faire, on verra ce que ça donne. Mais du coup, c'est bien l'association de la culture, de l'image, parce qu'on fait de la photo, on fait de l'illustration, il y a de la peinture, avec de l'IA. J'en profite, j'en avais pas forcément parlé les gars, mais du coup ça s'appelle Volt, et notre idée c'est d'aller chercher le meilleur des 4 milliards de styles graphiques qui sont présents chez Midjourney. Ok, voilà, ça c'est notre projet. Non, c'est mon projet quoi. Voilà. Un des sujets, c'est que quand je parle à des gens en équipe de communication dans les entreprises, ça parle pas trop. Quand je parle avec des designers, graphistes ou des gens qui doivent concevoir des DA, enfin des directions artistiques, là par contre, ils me demandent très vite, est-ce que je pourrais l'avoir en bouquin? Et là, ça, on n'est pas sur une conf entrepreneuriat, mais une fois de plus, je m'attendais vraiment pas à ça. Et ils sont nombreux à me dire, si tu le fais en bouquin, j'aimerais bien pour l'avoir dans ma bibliothèque. Vous avez des livres d'art chez vous? Ouais, un petit peu. Il n'y a pas 4 milliards de pages. Ouais, il n'y a pas 4 milliards de pages. Alors moi, j'ai pas 4 milliards non plus de jours dispo pour tous les chercher parce que je passe au moins une journée à l'analyser. Donc on en a sélectionné que quelques-uns qu'on met par catégorie. Ok ? Je vous avais dit, les gars, c'était censé être après 2-3 passages pour pouvoir aérer un petit peu plus et pour pouvoir faire un peu moins de 20 minutes. Mais voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? J'ai fait combien de temps là? 3 minutes. Pas mal. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur des industries qu'ils voient? Parce que j'ai pas bossé avec toutes ces industries exactement. Mais est-ce qu'il y a une industrie qui vous parle un peu plus? Là, vous avez une question et puis j'y réponds pour vous dire ce qui les démange le plus. Parce que vraiment, toute la journée, mon LinkedIn, c'est des notifs pour dire tiens, j'aurais un besoin sur ce sujet-là. Donc, est-ce qu'il y a une thématique qui vous intéresse, qui vous parle et vous seriez curieux de savoir ce qui me demande le plus? Ouais. Ouais, le patrimoine, je vois pas tout ce que tu peux en faire. Ouais. Alors, sur le patrimoine, tout ce qui est valorisation, musée, histoire en fait, mais culturel, comment tu le racontes. Par exemple, il y a la Cité de l'Histoire à Paris, dans laquelle ils vont raconter plein d'épopées. Typiquement, tu peux, un musée, je sais pas, je vais prendre le musée du sel à Guérande, ils n'ont pas le budget pour faire un film, forcément. C'est de la muséographie que tu veux faire? Ça pourrait être muséographie dans le cas d'un musée, ça pourrait être de la promotion d'un territoire, par exemple un office du tourisme qui se dit je veux valoriser sur les dom-toms, valoriser quelque chose, le culturel de ce qui se passe. En fait là tu peux fabriquer une BD pour raconter une histoire alors que tu n'as pas forcément le budget de partir sur une prod bande dessinée totale. Donc il y a plein de possibilités, c'est pour ça que j'ai préféré ce format-là, sinon je tenais 5 heures à dire à chaque étape il y a un sujet. Et donc ouais, valoriser les patrimoines, et donc là, même si on est sur du culture, en fait t'es presque office du tourisme, tu vois. Du coup ça touche le tourisme, toutes les histoires au local et au plus large. Ok. J'aurais pas dû venir à cette conf parce que là ça me donne envie de rentrer chez moi et de me dire c'est vrai que pour toutes les régions, pour toutes les villes, pour tous les territoires, tu peux raconter un truc, faire une BD. C'était Maxime, tu m'avais envoyé un... C'était EDF? Non, c'était quoi? C'était EDF
qui font une BD pour raconter un peu comment ça se passe sur le terrain avec les équipes techniques. Mais c'est vrai que sur du culturel, on peut raconter ce qui s'est passé sur un territoire. Je trouve que c'est quand même assez cool. Et ça ouvre la porte à ceux qui n'ont pas le budget pour le raconter, ou en tout cas à le diffuser. Enfin, pour collaborer, personnaliser, diffuser, optimiser, vous avez tout ça. Ok? C'est good? Ouais. Sur la production, en fait, Ouais. c'est de l'image, c'est du texte, c'est de la vidéo, c'est ça les trois principaux axes sur Le... lesquels tu... Ouais. Enfin, ça prend corps, en fait. Là où, en fait, donc, ok, là où il y a beaucoup de propositions, des choses qui existent déjà, c'est du texte, ok, de l'image au stade d'idée, mais de l'image ultra précise, c'est super compliqué. Et si vous voulez un truc où vraiment il n'y a rien et où c'est très compliqué, mais sûrement que c'est en train d'être dev, c'est la 3D et l'archi. C'est-à-dire Eh bien, bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce soir. Moi, je suis Tanguy Retail, donc j'ai commencé ma carrière en fait il y a quelques années en labo de recherche, notamment en algorithmie. Alors ça, j'étais en stage à ce moment-là. Et puis j'ai continué après plus dans le privé en fait en tant que R&D software engineer. Et puis après naturellement je suis monté un petit peu en activité sur des postes de tech lead dans le management et j'ai accompagné pas mal de transformations techniques. Aujourd'hui je suis cofondateur et CTO de Patlink et en quelques mots c'est une solution en fait qui va permettre aux clients, aux patients de trouver l'étude clinique qui leur correspond. Donc, je vais dire quelques mots sur Patlink. Globalement, comment se passe aujourd'hui le recrutement d'un patient au sein d'un essai clinique? Généralement, ça va être un groupe pharma ou une biotech qui cherche à développer une nouvelle molécule et qui souhaite la mettre sur le marché. Donc pour ça, on a toute une phase déjà de R où on va essayer de déterminer de nouvelles molécules. Et après, on a toute une phase de D qu'on appelle développement, où c'est là qu'on va faire des essais cliniques, dont l'essai clinique qui est le plus connu, qui est la phase 3, dont on entend tous parler, où il y a généralement un bras placebo, et puis le bras en fait test. Aujourd'hui, un groupe pharma, quand il veut mettre sur le marché, recruter des patients, il va généralement aller voir avec des hôpitaux partenaires quels profils sont intéressants dans leur base de données. Et après, c'est au sein des hôpitaux les médecins qui vont proposer les études. Nous, chez Patlink, ce qu'on aimerait faire, c'est plutôt inverser ce schéma-là et redonner en fait le pouvoir de décision dans les mains du patient pour que de lui-même, il puisse aller chercher en fait ces études cliniques qui lui correspondent. Aujourd'hui, si vous arrivez à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous y arrivez notamment quand vous êtes en échec thérapeutique. Par exemple, si vous avez un cancer, vous allez avoir une première ligne de traitement, donc c'est votre traitement numéro 1. Si celui-ci ne fonctionne pas, votre médecin va vous proposer une alternative, ce qu'on appelle traitement de seconde ligne. Et puis, si ce deuxième traitement ne fonctionne pas non plus, très souvent vous êtes considéré en échec thérapeutique, et alors là, vous n'avez plus forcément de solution de vente. Soit vous avez de la chance, vous êtes déjà suivi par un médecin dans un hôpital spécialisé, et en fait, ce qu'on appelle un médecin investigateur et qui va pouvoir vous réorienter derrière vers une étude clinique, soit vous avez un petit peu moins de chance, soit votre médecin n'est pas au courant, soit il est un petit peu isolé si vous êtes dans un désert médical par exemple, et là vous vous retrouvez en tant que patient sans vraiment d'informations sur comment vous soigner en fait. Il faut bien comprendre que là, ça va être des gens qui ont une pénibilité en fait journalière. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les technologies de LLM, comment est-ce qu'on peut profiter de cette innovation pour mettre à disposition du patient une valeur ajoutée? Nous, le pied qu'on a pris en fait chez Patlink là-dessus, c'est de se dire en fait quels sont les freins aujourd'hui pour qu'un patient il puisse réellement profiter de l'innovation médicale et la comprendre. Il existe aujourd'hui pas mal de bases de données officielles de recensement d'études cliniques. Alors ils ne sont pas exhaustifs, il y a de la donnée qui manque, mais ils ont le mérite d'exister. Par contre, le patient, pour lui, ça va être très compliqué. Ça va être un jargon médical qui va être très compliqué. Et donc, on va avoir envie de simplifier en fait tout ce vocabulaire pour lui faire comprendre l'étude clinique. De la même manière, souvent l'étude clinique, elle est souvent publiée uniquement en anglais. Et donc, comment est-ce que je peux traduire simplement d'une langue à l'autre pour le patient?
Dans les faits, c'est un petit peu vrai pour le médecin aussi, qui n'est pas toujours expert en pathologie de données. Et comment est-ce que je peux aider aussi le médecin à aller plus vite dans sa recherche d'études cliniques pour le patient. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous présenter 4 use cases. Alors, le premier use case, ça va être plutôt un use case qu'on a nous chez Batlink. Et après, je vous propose trois autres use cases pour vous ouvrir un petit peu le scope de ce qui est envisageable de faire avec du LLM, pour vous ayez une bonne idée en fait de l'écosystème de santé. Aujourd'hui, par exemple, voici à quoi peut ressembler un morceau de texte d'études cliniques qui a une description en fait. Et donc, comment est-ce que je vais pouvoir simplifier cette terminologie? En réalité, on ne va pas se contenter juste de simplifier en demandant à l'LM « simplifiez-moi ce magnifique texte », mais on peut lui demander de résumer une partie. Peut-être qu'on va lui demander de mettre en avant le but de cette étude clinique et les moyens d'y arriver. Comme je disais, on va pouvoir traduire à la fois pour les patients et également pour les médecins. Et vous avez notamment tout un autre tas en fait, de petits éléments associés avec l'étude clinique où vous allez pouvoir vous servir de LLM pour en extraire des parties. Énormément de contenu sur les applications d'études cliniques qui sont rentrées à la main en fait, dans des registres d'études cliniques, comme les descriptions, comme les critères d'éligibilité qui vous permettent ou non d'accéder à une étude clinique. Tout ça, c'est de l'information qu'on va pouvoir aller extraire et qu'on a besoin d'extraire pour les rendre intelligibles par le patient ou intelligibles par nos systèmes d'information. Tout ça, le LLM, avec ces NLP, va pouvoir nous aider. Également, un autre usage, ça pourrait être d'aller analyser des notices de médicaments. Un conseil c'est un prompt très très simple, évidemment si jamais vous participez au hackathon, j'imagine que vous aurez des choses bien plus élaborées. Une des choses moi que je fais régulièrement quand je travaille vraiment avec du prompt engineering en NLP, ce que je vais avoir envie de faire, c'est de comparer déjà un petit peu deux modèles. Donc sur la partie droite de la slide, si vous ne connaissez pas, ça s'appelle LLM Arena, qui est en fait un outil qui va vous permettre de comparer facilement plusieurs modèles entre eux. Donc là, par exemple, j'ai fait un prompt, j'ai délimité en fait avec des backticks le texte que je voulais simplifier, traduire, et je vais avoir en simultané deux LLM qui vont se lancer, et je vais pouvoir avoir un feedback assez rapide et pouvoir itérer assez rapidement sur mon résultat. Parce que la difficulté au final qu'on va avoir avec des LLM, ça va être de pouvoir évaluer en fait nos résultats. On n'est pas sur des éléments d'évaluation généralement qui vont être très quantifiables. Une des façons assez courantes de faire aujourd'hui, c'est de passer par du LLM as a judge. C'est-à-dire on va prendre un modèle différent qui va venir juger le résultat d'un autre LLM. C'est une méthode qui est aujourd'hui pas suffisante, notamment en santé, parce qu'on a un vrai besoin d'avoir de la précision dans l'information. Et cette seule méthode d'évaluation aujourd'hui n'est pas terrible. En revanche, c'est une des seules manières qu'on a pour réellement faire de l'évaluation sémantique. Deuxième use case, la donnée synthétique. Alors, donnée synthétique, vous pouvez le traduire aussi en fausses données ou en tout cas des données qui ont été générées. Pourquoi c'est intéressant avec l'LLM ? En fait, aujourd'hui, dans le monde de la santé, on a une régulation qui est assez forte, notamment ce qui touche aux données patients. Et en plus, ça va être très différent de la zone géographique dans laquelle vous vous situez. En Europe, par exemple, vous avez le droit à l'oubli. Qu'est-ce que ça veut dire en santé? Donc ça, c'est purement du GDPR, mais ça va plus loin en santé. Le droit à l'oubli, ça veut dire que vous avez le droit de pouvoir demander à ce que vos données qui vous identifient personnellement soient tout bonnement supprimées. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas valable, par exemple, aux États-Unis, qui est le modèle IPA, qui lui va plus se concentrer sur la sécurité des données, mais les droits en fait, de l'utilisateur sur sa donnée est beaucoup moins fort. En Europe, de la même manière, on va demander d'avoir une anonymisation qui est stricte,
Donc anonymisation, ça veut dire rendre la donnée anonyme sans que je puisse en fait comprendre qui est cette personne à partir de la donnée. Et là on touche du point un doigt qui est assez sensible en santé, en France en tout cas, parce qu'on peut considérer qu'une personne, à partir de sa maladie et de son département, à partir de seulement ces 2 data points, je suis capable d'identifier cette personne. En fait, si c'est une maladie rare, j'ai 5 personnes en France qui ont cette maladie, qui sont situées dans des zones géographiques différentes. Rien que ces 2 données-là peuvent me permettre d'identifier un patient. Donc vous trouverez beaucoup de boîtes qui sont spécialisées notamment sur gérer de l'anonymisation de santé. Contrairement aux États-Unis, où il y a différents modèles en fonction des États, mais un qui est assez connu, c'est la méthode Safe Harbor, où on va considérer que la donnée est anonymisée à partir du moment où on a enlevé 18 éléments clés, 18 data points qui étaient clés pour identifier la personne. Une autre façon de faire, c'est de recourir à un spécialiste qui va mettre un petit tampon en disant « Ok, je certifie que cet algorithme d'anonymisation est conforme ». Autre différence, en France, il vous faut le consentement du patient, notamment pour le partage de sa donnée. Aux États-Unis, vous avez une différence parce que ce qu'on appelle Protective Health Information Sharing, qui vous permet en fait de pouvoir, sous certaines conditions, donc par exemple si c'est la dissémination de la recherche, ou s'il y a des besoins urgents dans le médicament ou sur des développements commerciaux, vous avez le droit en fait de partager la donnée patient. Et en fait, l'ensemble de cet écosystème-là nous fait dire que pour nous, ça va être hyper intéressant de pouvoir travailler avec de la donnée synthétique, parce que je vais pouvoir m'abstraire en fait de toute cette contrainte. Pour résumer, comment je fais pour avoir de la donnée synthétique et à quoi ça ressemble? Vous pouvez avoir plusieurs utilisations de cette donnée synthétique. C'est que je vais me faire virer dans 5 minutes de mes locaux. Notamment, vous allez avoir beaucoup de biais dans la donnée de santé. Généralement, si on prend les études cliniques, vous avez une sous-représentation des femmes en essais cliniques parce que il y a un biais cognitif qui nous dit qu'une femme potentiellement va avoir plus d'effets secondaires parce qu'elle a des cycles menstruels, parce qu'elle potentiellement va tomber enceinte. Il peut y avoir pas mal de biais cognitifs qui vont faire que les médecins, généralement, vont plutôt orienter des hommes dans les études cliniques. Et il y a un bon exemple de ça, c'est qu'il y a un médicament qui était sorti sur le marché il y a quelques années contre la dépression. Et c'est après, une fois qu'il a eu son autorisation de mise sur le marché, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce médicament, il n'avait pas beaucoup d'effets chez les femmes. Et donc, à partir de là, c'est assez dramatique, parce qu'il faut faire un rappel de médicaments et refaire des essais cliniques. Également, ça va être utilisé pour ce qu'on appelle de la recherche in silico et les digital twins. Donc, vous pouvez voir ça comme de la donnée qui va représenter un individu. Il s'appelle de la donnée génétique, par exemple. Et on va pouvoir essayer de faire des prédictions sur comment un médicament va pouvoir se comporter à partir d'un profil génétique. Et ça, on peut le faire à partir de données synthétiques. Et aujourd'hui, c'est des choses en discussion au sein de la FDA, donc l'autorité américaine, et également européenne, sur est-ce que oui ou non, on peut utiliser de la donnée synthétique, par exemple dans des bras placebo, pour faire de la recherche. Troisième use case, un assistant. J'ai pu croiser pas mal de boîtes en fait, qui commençaient à faire des assistants d'aide à la santé. Donc, qu'est-ce qu'on entend par assistant? Vous pouvez imaginer une application mobile, par exemple, pour vous aider à gérer vos cycles menstruels, pour vous aider à gérer des douleurs, notamment sur de l'aide médicale générale. Si j'ai mal à la tête, que puis-je faire? Ça vous évite de solliciter un médecin. Ou par exemple, ça peut être une application vraiment ciblée sur des gens qui auraient du diabète, par exemple, qui peuvent rentrer leurs symptômes et qui peuvent avoir du coup des conseils sur comment gérer leur diabète grâce à l'application. Ça, c'est un autre use case où on peut utiliser du LLM. Par contre, il faut faire, à mon sens, très attention, parce que vous êtes en train de fournir des conseils. Donc attention à ne pas fournir de mauvaises informations. Vous avez un LLM qui est potentiellement exposé sur une application. Donc faites attention dans le sens où
ça peut engendrer des coûts importants. Si vous avez un robot qui passe et qui fait énormément de prompts, il va falloir contrôler le nombre de requêtes par minute ou par seconde. Et de la même manière, si jamais cet LLM n'est pas dans votre système d'information, si vous utilisez par exemple OpenAI ou un autre LLM externe, si l'utilisateur met de la donnée de santé qui est sensible à l'intérieur, vous en êtes un petit peu responsable. Donc ça, il va falloir faire attention. Et donc, une des questions aussi, c'est comment est-ce que je fais pour ne pas fournir de mauvaises informations. Ça va être d'avoir en fait une sorte de source de vérité. C'est-à-dire qu'au lieu d'interroger un LLM qui va fouiller partout sur Internet et trouver des articles un peu louches parfois sur Doctissimo ou d'autres sources d'informations, c'est avoir moi mon propre ensemble de documents dans lequel j'ai confiance et que je vais utiliser. Très rapidement sur comment en fait aujourd'hui ça se passe, donc ça c'est ce qu'on appelle un RAG, donc c'est là qu'on construit en fait notre base de source de vérité. RapidShare, ce que j'ai pu comprendre, tout le monde dans la salle n'était pas forcément ingénieur. Globalement, qu'est-ce qui se passe? On a un ensemble de documents, donc ça peut être des fichiers PDF, des fichiers Word, et on va déjà procéder à une première étape de découpage. Donc, si on reprend une notice de médicament, on va sûrement la découper par section. Ce qui va nous permettre, en fait, derrière, de construire une représentation vectorielle de ces données-là. Ensuite, on a une phase, en fait, de retrieval. Donc, c'est à partir d'un prompt, comment je vais aller chercher le vecteur qui se rapproche le plus de ma question pour en extraire ce morceau-là, puis après, générer une réponse. C'est expliqué très simplement en 30 secondes, ça mériterait un talk en son entier. Mais on entend beaucoup parler des RAG, c'est pas simple à mettre en place. C'est comment je découpe mon document, à quel point il y a différentes stratégies. Parce que si, par exemple, vous découpez votre notice d'information sur le médicament, vous perdez énormément de contexte de tout le reste du document. En fait. Dernier use case, qui est un petit peu lié en fait avec les RAG, c'est aujourd'hui, il y a de grands besoins en fait en médecine d'avoir accès à l'information, notamment du point de vue des professionnels. Un exemple que j'aime bien, en fait, c'est ce genre d'outil, on l'a pas mal mis en place au final pour les avocats. C'est comment est-ce que je peux aller fouiller les textes de loi existants, comment je peux avoir accès à l'information de jurisprudence, donc quels ont été les jugements qui ont été effectués auparavant. Tout ça, c'est de l'information, donc on peut avoir exactement la même chose en fait en médecine. Comment, moi en tant que médecin, en tant que chercheur, j'ai envie d'avoir des use cases qui sont similaires par rapport à une situation dans mes patients. Est-ce que je vais pouvoir interroger un système d'information pour tomber sur des articles de santé, par exemple sur PubMed, qui est une référence en fait de publication d'articles de santé, ou bien sur d'autres supports qui vont permettre de m'aider à trouver en fait la réponse. Différentes façons de faire, soit du keyword-based, donc ça en fait c'est ce que fait Google depuis 10 ans, donc là on sort du cadre de LLM, soit de la recherche sémantique, donc là on est typiquement dans ce que fait un LLM, et on peut avoir une recherche qu'on appelle hiérarchique, c'est-à-dire qu'on peut affiner en fait au fur et à mesure par catégorie un ensemble de documents. Pour conclure, pour moi, les questions clés que vous devez vous poser, peu importe le sujet que vous allez choisir si vous partez sur de la santé, c'est premièrement la régulation. Est-ce que mon système, il va avoir de la donnée patient? Si oui, comment est-ce que je vais la stocker? Comment je vais l'utiliser? Et notamment, a priori, il ne faut pas qu'elle sorte de mon système d'information, ou alors il faut qu'elle soit anonymisée. Une des manières de réduire le risque, c'est potentiellement d'utiliser de la donnée synthétique comme on l'a dit avant. Deuxième chose, pensez à vous mettre en place des garde-fous. Notamment si votre LLM est exposé sur un domaine public, essayez d'avoir des mesures de sécurité pour garder les coûts sous contrôle, comme je le disais auparavant, mais aussi éviter un usage mal intentionné d'un LLM. Soit parce qu'un LLM, vous avez un RAG derrière, que certains prompts un peu malins vont pas réussir un petit peu à faire dire n'importe quoi à un LLM. Et évidemment, basez-vous sur un RAG plutôt que d'avoir
une information que vous ne contrôlez pas en fait dans votre système, en particulier dès que vous faites de la santé ou du conseil. Dernière chose, LLM, c'est un outil. C'est vraiment un outil de génération. Demandez-vous si c'est le bon choix. Typiquement, parfois vous aurez de l'information où ce sera plus simple de faire une expression régulière que d'avoir recours à LLM. Peut-être qu'une combinaison des deux sera plus maligne. C'est-à-dire que je peux gérer 80% des cas avec des expressions régulières et les 20% que je n'arrive pas à gérer, je les passe dans LLM. De la même manière où je parlais du keyword search juste précédemment par rapport au semantic search, vous pouvez avoir une combinaison des deux. Imaginez que je suis sur un moteur de recherche sur des documents médicaux. Si je marque un nom de maladie, ça peut avoir du sens d'avoir une recherche qui est par rapport à ce keyword-là, et deux, une recherche qui est plus sémantique, qui est plus large en fait, et qui va faire de la fouille de documents. Et puis dernier point, ne mettez pas du LLM partout, posez-vous vraiment la question aussi, est-ce que mon LLM a de la valeur à cet endroit-là? Est-ce qu'aujourd'hui, mettre du LLM partout dans chaque chatbot, ça a de la valeur? Ou est-ce que je peux trouver des use cases qui sont vraiment adaptés, où vraiment on a une plus-value grande aujourd'hui à utiliser du LLM? Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour à toutes et à tous. Bon, on ne va pas faire un talk sur l'éducation, ce sera peut-être un peu long, mais on va en tout cas parler d'IA générative en éducation. Donc moi je m'appelle Bastien Mas, je suis délégué général de ClassCode. Donc c'est une association qui regroupe une cinquantaine de structures issues du numérique et de l'éducation, donc des laboratoires de recherche, des universités, des fédérations d'éducation populaire, des EdTech, et on produit depuis 2015 des ressources éducatives libres à destination des enseignants, donc sur la formation du code, de la pensée informatique et de la culture numérique. Et donc on avait déjà fait un MOOC il y a 3 ans maintenant, avant ChatGPT, tout ça, sur l'éducation à destination des enseignants. Et forcément le sujet a suscité beaucoup plus d'interrogations et de sollicitations, donc à travers des projets européens, à travers des objets qu'on a dû réaliser pour répondre à ces enjeux-là. Donc on a parlé un peu de Lucie, on va en reparler puisqu'on contribue également à ce projet. Et donc l'idée, c'est de vous donner quelques idées à travers des cas d'usage et des outils. Et je voulais commencer quand même par vous donner le contexte de l'IA générative en éducation, parce que comme dans tous les secteurs, l'IA c'est pas nouveau, et en éducation non plus, mais il y a vraiment une transformation très forte en ce qui concerne la démocratisation des IA génératives par rapport à l'éducation. La première chose à laquelle on pense forcément, c'est l'évaluation. Est-ce qu'on peut encore donner des devoirs à la maison? Est-ce qu'on peut donner des productions écrites? Est-ce qu'on peut encore demander aux élèves de faire des recherches, des exposés? Donc toute la question de la triche et de la détection, nous on forme beaucoup d'enseignants, les professionnels de l'éducation nationale, les académies, c'est la première chose qu'ils demandent. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Et c'est compliqué de répondre à cette question, en tout cas de manière positive pour eux, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de transformations, c'est très difficile, voire impossible en éducation de détecter des contenus, en tout cas en texte, ce qui est le plus utilisé. Les exigences en éducation, c'est qu'on n'a pas le droit à une marge d'erreur, et les détecteurs, c'est une évaluation statistique de la génération d'un texte, et on ne peut pas dire à un élève qu'on est à 70% sûr qu'il est triché. Donc les détecteurs, on ne peut pas les utiliser, donc on doit partir du principe que les contenus doivent ne pas reposer sur le fait qu'ils soient générés ou non par des IA génératives. On avait la même chose à Nantes ici avec l'école de design et d'architecture. À la fin, fallait faire un book, un proof of concept, c'est du texte, c'est des images, c'est tout ce que fait bien une IA générative. Première année, ils ont eu 25% d'augmentation des dossiers et plus de fautes d'orthographe. Et effectivement, ils lisaient du ChatGPT, donc il a fallu trouver des solutions. Les solutions d'urgence, c'est tout passer à l'oral. Donc on garde le contenu, c'est le support, c'est ce que demandent les professionnels, on doit le faire, mais il fallait évaluer à l'oral. Et donc ça prend beaucoup de temps. Ce qui est en tâche de fond, c'est l'augmentation des inégalités. Il y a ceux qui sont au courant de ces outils et ceux qui ne le sont pas, ceux qui utilisent ou pas. Même pas juste être au courant, avoir les moyens, c'est aussi accepter. C'est-à-dire qu'il y a des élèves, qu'est-ce qu'on dit aux élèves qui disent « mais moi je ne veux pas utiliser ces outils parce qu'ils ne sont pas éthiques, parce qu'ils sont polluants ou parce que c'est juste de la triche ».
devrait avoir des alternatives et pour l'instant on ne les a pas. Le partage des données, donc des données privées ou d'informations sensibles. Là, on a parlé du RAG, et c'est super. Moi, c'est ce que je conseille aussi en éducation. C'est la bonne manière de faire de l'IA générative. Mais on est en train de donner nos contenus de savoir, de cours, de données personnelles des élèves, etc. Donc, ça représente des risques. Toute la partie sur les fake news, les deepfakes, donc qui rejoint aussi la génération d'images, ça, c'est traité par l'éducation aux médias, et eux, il y a tout qui est balayé aussi. Si vous vous rappelez, l'éducation aux médias, c'était bien regarder l'image et regarder les erreurs d'ombre, etc., ou rechercher la source. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. On ne peut plus faire d'éducation aux médias sans faire d'informatique ou d'utiliser d'outils informatiques. Donc ça aussi, ça change. La perte d'engagement, donc la fameuse question qui n'est pas nouvelle, mais très importante. Pourquoi je dois apprendre ça si une machine peut le faire en 2 secondes? Ça, c'est ce à quoi sont confrontés toutes les écoles et tous les éducateurs. Et on ne peut pas la laisser de côté. Il faut pouvoir répondre à ça, et ce n'est pas si évident. Nous, ce qui nous intéresse aussi sur les outils, c'est ça, les champs d'expérimentation séparés. Aujourd'hui, on a les enseignants qui bidouillent et qui expérimentent de leur côté, et pas tous, et les élèves qui font pareil. Et ça, c'est problématique. On n'a pas d'outils compatibles avec l'éducation, utilisables à l'école, en classe, et qui répondent aux exigences qu'on a en éducation. Donc, c'était aussi ce que je voulais vous dire. Dans l'objectif ou dans du hackathon, c'est aussi de penser à tout ça. On sait ce dont on a besoin, c'est juste que pour l'instant, on n'a pas ces outils qui nous permettraient d'aborder le sujet et de regrouper élèves et enseignants. La question de l'identité, du coup, comment je me distingue en tant que machine, enfin par rapport à une machine, et puis, pardon, je ne suis pas promis. Et puis les questions de fond, qui vous intéresseront sans doute moins, mais qui sont à comprendre derrière, c'est la question de l'âge, de l'accès, de quels outils utiliser, de quelles compétences développer et quels savoirs fondamentaux conserver. Ça bouscule beaucoup de choses, notamment sur la maîtrise du langage. Aujourd'hui, c'est un outil puissant, mais si vous ne maîtrisez pas le langage, si vous ne savez pas décrire votre environnement, décrire un besoin, communiquer, aller chercher de l'info, la restituer, vous projeter dans les besoins d'une machine en termes d'information, vous ne pouvez pas utiliser ces outils qui reposent sur le langage naturel. Donc le fond, c'est ça, sur les outils, c'est il y en a plein, il y en a trop, et lesquels on peut utiliser. Donc des outils, il y en a tous les jours. D'ailleurs, il y a un site qui est fait par un membre de Canopé qui a fait un site qui s'appelle Une IA par jour. Aujourd'hui, il a plus de 900 IA identifiés, donc pour l'éducation, ou en tout cas pouvant servir à l'éducation. Il est là classé par type, avec aussi les solutions libres ou pas. Donc il n'y a pas de mal à trouver une IA par jour. Par contre, une IA qui répond vraiment aux objectifs des enseignants, ça c'est autre chose. Il y a une autre source, si vous vous intéressez aux grandes listes d'outils d'IA pour l'éducation, qui s'appelle AI for Sup, donc qui est plutôt pour le supérieur. Et là, pareil, ils en ont classé des milliers et documenté des milliers. Après, il y a la contrainte réelle matérielle de déploiement. Donc ne serait-ce qu'un établissement scolaire, c'est on va résoudre le problème de la sécurité en faisant du local, mais pas sur un PC de CDI. Il y a la question de la puissance machine, du pare-feu, des connexions multiples, des applis qui marchent très bien mais qui vont être bloquées parce qu'elles viennent d'une même IP qui est celui de l'établissement. Et si on veut développer des choses, on a des exigences par défaut en éducation. Il faut que ce soit gratuit, illimité, sans login, conforme RGPD, sécurisé, accessible, transparent et utile. Votre cahier des charges. Pas très compliqué, on n'est pas super... Et c'est normal, c'est plus exigeant. On a vu la médecine tout à l'heure, c'est exigeant et c'est pour ça que c'est dur. Il y a moins de moyens, plus d'exigences et donc forcément, on ne se précipite pas pour créer des outils. Et les outils qui ont le plus d'impact, c'est des outils qui ne sont pas créés ou designés pour l'éducation. C'est ça qui est problématique. Ils transforment l'éducation, mais ils n'ont pas été créés pour. Donc les outils commerciaux, les solutions ouvertes ou dites ouvertes, mais pareil, qui sont aussi insuffisantes. Mistral, c'est ouvert, mais les données d'entraînement ne sont pas ouvertes. L'IAMA, c'est pareil. Si on veut réinterroger, si on veut comprendre la logique des biais, si on veut faire la recherche inversée, ou ne serait-ce que de vérifier quels contenus ont été utilisés, on ne peut pas le faire. Hugging Face, on est à plus d'1 million de modèles disponibles. Ça montre aussi que on se crée des outils, que c'est bien un outil, qu'on a besoin d'outils pour faire plein de choses, et qu'on est obligé de se faire des choses sur mesure, parce que ce qu'il y a derrière, c'est que une IA générative, ou même un LLM en l'occurrence, par exemple, doit répondre, et il ne doit donner qu'une représentation du monde. Et cette représentation du monde, elle est forcément biaisée, elle est forcément orientée. Si je demande « fais-moi une photo de femme en robe de mariée », il y a de fortes chances que la femme et la robe soient blanches.
Parce qu'il doit faire un choix. Il ne peut pas choisir une photo, une robe de mariée cambodgienne ou japonaise. Il aurait le choix, mais il faut proposer quelque chose. Et on ne peut pas tout proposer. Et peut-être que dans 10 ans ou moins, on aura des LLM, un assistant défini pour nous individuellement, comme on l'a sur notre navigateur, et qu'on a oublié que notre navigateur, il sait qu'on est français, il a notre historique, il nous donne des réponses pour nous. Là, on aura des réponses pour nous. Et ça, c'est pas ce qu'on veut en éducation. On est obligé d'avoir un champ, et un LLM, c'est une réponse, et on ne veut pas que ce soit juste un oracle qui nous propose quelque chose. Et après, il y a les tech, donc là, je vais vous en présenter quelques-unes pour vous donner des exemples. La première que je voulais vous montrer, c'est VitaScience. C'est plutôt de la médiation scientifique. Donc eux, à la base, ils font de la proposition pour faire du codage en ligne et avoir des choses un peu comme Scratch, c'est-à-dire là, vous avez du code en briques d'un côté, par exemple, et du Python ou du PHP de l'autre. Mais ils ont développé toutes ces activités de médiation pour comprendre la génération de texte, la génération d'images, en l'occurrence par diffusion. Les images ici, en bas à gauche, c'est un classifieur, donc ça permet de faire de la reconnaissance. Si vous avez testé des outils comme Teachable Machine, ça fait pareil, sauf que c'est RGPD et ça n'enregistre pas les infos, donc c'est utilisable en classe. Donc vous pouvez, avec votre tablette, vous sortez avec des écoles de primaire, on prend des exemples de pâquerettes, on prend des exemples de coquelicots, on a un classifieur, il sait reconnaître les coquelicots des pâquerettes, et on comprend ce que c'est qu'une donnée, on comprend ce que c'est qu'un algorithme, on comprend ce que c'est qu'un classement, éventuellement des biais, si on n'a pas mis assez de coquelicots, de pâquerettes ou qu'on s'est trompé de fleurs, ça permet d'explorer un peu tout ça. Reconnaissance de son, reconnaissance de posture. Là, vous avez des exemples d'outils d'IA, donc d'IA générative pour les deux premières, qui sont designés pour être transparents, pour qu'on comprenne comment ça fonctionne, et en même temps qui sont très fonctionnels et qui nous permettent d'être utilisés comme un outil classique. Ça, c'est pour le texte, par exemple. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on peut choisir différents modèles. Vous en avez une dizaine par défaut. C'est gratuit, c'est illimité, c'est sans login, donc ça permet de tester des modèles différents. C'est limité en nombre de tokens, mais on voit des choses que normalement on ne voit que si on a un compte professionnel, parce que les gens ne voient pas derrière. Donc effectivement, on peut influer sur la température, on a le nombre de tokens, on voit les tokens générés, et on comprend que quand un modèle génère, il génère pas des mots et pas des phrases, il comprend rien de ce que je dis, il prend mon prompt, effectivement, il découpe lui-même sous forme de token, et il va en générer de manière statistique des cohérents pour me créer une réponse. Ça vous paraît sans doute évident, mais pour des enseignants ou pour des élèves, ça ne l'est pas. Et quand on a un modèle qui répond, qui comprend, qui réagit et qui joue là-dessus, c'est important de rappeler que c'est juste des petits bouts de machin qui se sortent statistiquement les uns à la suite des autres et qui créent une réponse qui a l'air cohérente, et que c'est ça qu'on tente de simuler. Donc ça, c'est le genre d'outil dont on a besoin. Je vous en ai donné une grosse aussi, une EdTech connue, qui s'appelle Knowledge, donc elle a gagné le prix au BET l'année dernière. Et là, on est pure IA générative. Ça, c'est pour les enseignants, ils travaillent avec des académies. L'idée, c'est de donner des cours ou des vidéos de référence et de transformer sur des formats, générer des quiz, générer des flashcards, donc des petites cartes qui se retournent avec une question, une réponse, générer des mots croisés, générer des mots mêlés, faire des vidéos interactives, ça c'est le côté un peu chouette, un peu plus compliqué, où on va définir des questions, ils vont régénérer une version de la vidéo avec des versions intégrées sur lesquelles on peut cliquer et interagir et poser des questions, ou tout simplement faire des résumés. Là, c'est pur LLM. Il y a encore des choses à explorer sur la compréhension des langages mathématiques, de l'interprétation des images. Ils sont en train de développer tout ça. Et c'est intéressant parce que c'est une solution all-in-one qui présente ça. Les enseignants trouvent ça magique. Et d'un autre côté, c'est extrêmement simple. On peut faire tout ça avec du prompting de base et reproduire tout ça sans énormément de compétences et peut-être en sachant plus ce qu'on veut faire. Donc, mais voilà, ça, c'est le genre d'outil qui est vu et considéré comme des IA pour l'éducation de premier plan et supporté par les enseignants. Alors là, on est à l'opposé total. Eux, ils n'ont pas gagné le BET. C'est deux profs qui ont décidé de développer leur propre version d'un modèle et d'une interface, parce qu'ils sont profs de maths et de sciences, et qu'en fait, la plupart des modèles ont du mal à reconnaître les annotations scientifiques, mathématiques, à les interpréter, à les restituer, à comprendre des énoncés, ou même ne serait-ce qu'à afficher de manière cohérente. Ils avaient ça comme problème, et l'autre problème qu'ils avaient, c'était « mais je veux pas que tu me répondes à mon problème, je veux pas que tu résolves le truc que je viens de te dire, je veux que tu me guides,
et donc de faire une version agentique tutorée qui guide les élèves. Et donc c'est ce qu'ils ont proposé, donc ça c'est du Mistral derrière. Et ils ont une architecture quand même intéressante et assez complexe parce qu'il faut de la sécurisation, il faut des éléments de référence, de cours, de référentiel, il faut que ce soit tutoré et que ça guide au bon niveau. Donner un bon niveau d'indice à un élève, c'est quelque chose de difficile. Et en même temps, ça marche avec du latex pour avoir une bonne gestion des écritures scientifiques et mathématiques, et ça marche mieux que certains modèles. Et par exemple, ils arrivent à faire ce que n'arrive pas à faire Knowledge pour le moment. Alors qu'ils sont juste deux et qu'eux, ils ont besoin de ça, que quand je mets une équation, ce soit bien restitué. Bon, celui-là, vous le connaissez sans doute, c'est Notebook LM, mais c'est aussi un très bon exemple en éducation, donc là, développé par Google, mais ça fait tout ce qu'on veut faire en éducation. Et effectivement, ça repose sur le RAG, et c'est vraiment ce qu'on veut faire. On ne veut pas un modèle qui nous sorte de l'info, qui nous donne des sources, qui viennent du web, mettons sélectionnables, ou qui viennent juste de l'entraînement général. On veut soumettre ses propres ressources, on veut travailler avec ses cours, avec ses références. Et donc là, on a le meilleur exemple. Là, j'ai mis un cours, un bout du MOOC sur l'impact environnemental du numérique de Class Code. Et je peux sortir effectivement mes QCM, mes fiches de résumé, les timelines qui vont me ressortir toutes les dates. Je peux me générer mon petit podcast en français qui me raconte le document. Donc, je ne sais pas si vous l'avez testé, mais même le mode interactif est assez chouette. Donc il y a deux personnes qui font un podcast sur le document que vous venez de faire. Ça dure 20 minutes. Je peux même les interrompre et poser des questions. Et on fait « Ah, très bonne question », etc. Et intégrer ça. Donc c'est assez chouette en fait, d'un point de vue pédagogique, c'est juste génial. Ce qu'on peut faire avec un document, c'était beaucoup plus dur à faire avant. Donc là, j'ai mis par exemple une autre chose, j'ai mis un fichier en Markdown et je me suis dit, ok, tu prends ce cours-là, et tu vas me le mettre à mon format à moi de fiche pédagogique. Et donc juste avec le fichier Markdown, je peux faire du changement de format juste basé là-dessus et directement récupérer ma fiche complétée. Là c'est un enseignant tout seul qui a développé ça, prof de philo en plus. Et c'est un exemple qui s'appelle ChatMD, donc qui est aussi en Markdown, et donc c'est un chatbot, mais c'est un chatbot en dur. Là, il n'y a pas d'LLM. Le problème, c'est que si on fait un chatbot, encore une fois, on donne ça à un élève. Qu'est-ce qu'il va raconter? On peut avoir des risques d'hallucination, des risques de pas réussir à cibler un niveau suffisant. Là, je peux guider à la fois les questions, les réponses, je peux simuler un chatbot en dur, en langage Markdown, et faire appel à des LLM quand j'en ai envie. J'ai peut-être pas envie qu'il me génère une réponse ou une question, parce que ça va être dur de maintenir un niveau de fiabilité. Par contre, me dire, ça c'est la définition du cours qui vient, de mon mot qui vient du cours, ça c'est la réponse, et je l'ai écrit moi en tant que prof. Par contre, je t'autorise à faire de la reformulation, à faire de la traduction, à me donner d'autres exemples. En gros, à faire varier le texte, à naviguer dans le niveau de langage, pourquoi sont bons les LLM. Je vous donne un petit mot sur Lucie quand même. Donc nous, on est associés à ce projet sur la phase éducation. Donc Lucie, c'est un modèle qui est dédié à l'éducation. Donc modèle entièrement open source, poids et totalité des données d'entraînement, donc entraîné sur des ressources éducatives libres et un open corpus. On a d'autres objectifs avec ce modèle, donc c'est une version 7P, on fait une version 1 milliard de paramètres qui puisse tourner sur la fameuse machine du CDI, et de faire des versions agentiques pour des cas d'usage et répondre à ce besoin des head tech aujourd'hui qui tournent avec des modèles qui sont pas souverains, qui sont hébergés à l'étranger, qui ne sont pas toujours transparents. Et aujourd'hui, se dire que on a ces entreprises-là qu'on a envie de mettre en avant, mais qui reposent sur des technologies qui sont difficilement traçables. Mon dernier exemple, c'était Mizoo, donc pour répondre à un autre besoin qui est de partager. Donc Mizoo permet de partager des chatbots configurés ou conditionnés. Donc vous pouvez faire du RAG avec, vous pouvez soumettre des documents de référence, vous faites votre chatbot, vous décrivez, vous faites un prompt de description, il va générer une URL ou un QR code, et ça, n'importe quel élève peut y avoir accès. Et donc vous avez en compte gratuit 50 participants par jour. Et surtout, vous retrouvez l'historique de toutes vos conversations. Vous avez tous vos élèves, les conversations, on peut regarder ce qui s'est dit, l'évaluer. Il y a même un système d'évaluation de la conversation automatique, ce qui ne marche pas de dingue, mais il existe. Mais c'est surtout ça, on voit ce qui s'est dit. Donc là, je vous donne un exemple. Moi, j'avais fait un chatbot, donc on revient sur la médecine, qui s'appelle le diagnostic infirmier. Donc le diagnostic infirmier, c'est Madame Machin, 71 ans,
l'air déshydraté dans sa chambre, etc. Et il faut en fait faire un diagnostic de ce qu'elle est censée avoir. Ça, c'est un truc qui existe depuis longtemps et les personnels de médecins sont évalués là-dessus. Les questions qu'ils posent, l'attitude, etc. Bah, ça, maintenant, on peut le faire en live, en direct, de manière dynamique. Donc, ce chatbot, il génère à l'infini des cas d'usage et on peut discuter avec la personne, on peut regarder le dossier médical, etc. Où il va inventer des choses, mais il a des pathologies, un certain nombre de symptômes qu'il cache, d'indices, et ensuite il nous fait un feedback sur voilà ce que j'avais caché, voilà ce que tu aurais dû trouver, les questions que tu aurais pu poser. Il nous fait un feedback sur l'attitude, sur le protocole. Il a les référentiels qui sont associés au diplôme de DAES. Voilà, donc c'est un outil pour explorer ces diagnostics-là. Et une autre petite idée pour le hackathon aussi, il y a plein de super extensions qui utilisent des API et des modèles, et pour l'éducation, il ne fait pas exception. Celui-là s'appelle Cider, donc c'est juste un petit assistant qui vous suit partout sur le web. Donc vous allez sur n'importe quelle page web, là je suis sur un cours, je surligne et j'ai mon petit truc qui peut expliquer, résumer, faciliter, traduire. Il y a la synthèse vocale, 56 langues, donc il peut me lire le texte qu'il est en train de faire. Donc c'est aussi un outil d'accessibilité assez incroyable. Il me lit le texte, il me le simplifie. Si je veux continuer de discuter, je clique sur mon petit truc conversation, il m'ouvre un petit volet sur le côté, tout son nom, Cider, et je peux continuer à discuter avec le chatbot du sujet que je suis en train d'explorer. Donc ça, les extensions, il y en a plein, et en réalité, c'est pas si dur à faire, et on peut mettre n'importe quelle API derrière, et le faire comme ça sur des fonctionnalités d'accessibilité, d'apprentissage, d'accompagnement. C'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, la question c'est est-ce qu'il y a encore de l'information, en tout cas, je peux la ramener à mon niveau de compréhension. Donc la langue, le niveau de difficulté, etc. Je peux transférer ça. J'essaie de résumer ça en pratique, mais en gros c'est un peu ce qu'on a besoin avec les IA génératives et les usages actuels, donc forcément de génération, de discuter avec des documents donc en RAG, d'explorer ces documents, navigation, citation, résumé, traduction, la transformation, donc retranscription, donc plutôt changement de format ou en tout cas passer, j'ai cette vidéo là mais je travaille avec de la retranscription texte que je récupère. Je veux évaluer l'oral d'un élève, il peut s'enregistrer sur son smartphone avec n'importe quelle appli, je récupère le texte et je peux l'évaluer aussi. Croiser des informations donc sur du corpus de données, extraction de métadonnées aussi. Nous on fait des ressources éducatives libres, scanner pour vérifier si une ressource est libre ou pas. Est-ce que j'ai bien la licence, quels sont les auteurs, quels sont les prérequis d'une ressource, où est-ce qu'il la situerait dans un niveau, où est-ce qu'il pourrait me faire de la recommandation. Donc tout ça on le faisait avant et c'était plus difficile, et on demandait beaucoup à des humains d'assister à l'extraction de métadonnées. Là on peut avoir des choses assez fiables et qui peuvent extraire des grandes bases de données. Comparer des informations, du fact-checking ou de l'analyse comparative, de la mise à jour. Un exemple clair c'est j'utilise du RAG, je soumets mon doc et c'est moi qui vais donner le prompt qui me permette d'avoir les conditions de vérification. Donc pas corrige et mets à jour, c'est voici un document en ressources éducatives libres de 2010, identifie tous les éléments qui te semblent pouvoir faire l'objet d'une mise à jour, qui sont plus à propos, qui sont trop anciens ou qui te semblent erronés. Tu me cites le texte d'origine, tu me fais une argumentaire sur pourquoi tu penses qu'il faut modifier ce bout de texte et tu me fais une proposition de réécriture. Du coup, vous avez juste à vérifier, à checker si ces éléments-là méritent d'être mis à jour ou pas, et ça devient supervisé. Encore une fois, on garde la main et on l'accompagne. Et puis les chatbots conditionnés, donc ça c'est plutôt la version outil, donc moi c'est ce que je fais beaucoup, mais en gros c'est d'utiliser des techniques de prompting plus avancées pour faire du conditionnement ou des fois même être obligé de casser quelques règles ou contraintes des modèles pour les faire fonctionner comme on veut, mais qui en un prompt permettent d'avoir un résultat prévisible et déployable, donc qu'on peut partager et qui puisse suivre des instructions et en faire des versions agentiques intéressantes. Voilà pour moi, un minute. Eh bien, bonsoir à tous, enchanté. Du coup, moi je vais vous parler des outils qu'on va potentiellement utiliser au hackathon si vous y êtes. Et ça sera peut-être mieux. Il est déjà allumé. Ok, on va suivre.
Je vais vous faire une toute petite intro parce que je n'ai pas envie de parler de moi à 50 ans, et puis c'est pas intéressant. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de répondre aux entreprises qui me demandent comment faire pour intégrer l'intelligence artificielle dans leur workflow de la manière la plus simple possible et activable. Donc, en fait, des sortes de POC et des MVP, j'en fais tous les jours, j'en fais peut-être même plusieurs par jour des fois. Et le plus gros projet que j'ai monté, c'est pour un grand groupe, et du coup, on est à plus de 150 millions de tokens par mois utilisés dans l'IA. On pourrait optimiser, mais c'est quand même assez gros. Moi, mon objectif, c'est d'essayer de vous donner des clés, des outils, des choses qui sont applicables et qui vont vous permettre de gagner du temps en fait, pour passer de l'idée, de gestion du projet, de la mise en place du projet, à un truc qui fonctionne assez vite, sur lequel vous pouvez itérer plein de fois pour obtenir justement les résultats qu'il vous faut pour valider votre projet à la fin, etc. Je vous rappelle juste le contexte du hackathon. Donc, un hackathon, du coup, là, on a 48 heures. C'est-à-dire que dès le vendredi soir, vous allez devoir être un petit peu au taquet pour essayer de mettre en place tout le projet et du coup, répartir les rôles, essayer de justement de trouver qui va faire quoi, etc. Quand, dans samedi, dimanche. Et puis de mettre un petit peu en place toutes les données, toutes les idées que vous avez. Et après, comme je l'ai écrit, moi je trouve que l'IA elle est super puissante et puis vous allez pouvoir le démontrer lors du hackathon, mais elle demande beaucoup d'orchestration, d'alignement et ça va être justement à votre... pardon. Merci. Du coup, oui, ça demande beaucoup d'alignement, beaucoup d'orchestration et de structuration. Donc en fait, si vous n'avez pas des idées claires, ça ne sert à rien de dire à ChatGPT, à Mistral, à Llama, peu importe le modèle, de faire quelque chose, parce qu'en fait, il va mal le faire. Ça va être plus un catalyseur qu'une boîte magique. Donc c'est top, mais organisez-vous bien, structurez bien les choses. Et du coup, pensez au no-code, et surtout pensez aux outils que je vais vous partager, parce que ça va vraiment pouvoir vous permettre d'itérer super vite. Et même si vous êtes dev, même si vous n'êtes pas dev, même si vous n'êtes pas à l'aise avec ces outils-là, il y a une très rapide montée en compétences dessus. Et ça peut tout à fait se plugger dans un projet où il y a un dev, un no-codeur ou des bricoleurs. On peut les appeler comme on veut. Moi, je me considère comme bricoleur un petit peu. Mais voilà. Et pour reparler un petit peu du projet qu'on avait monté avec Florian, Louis, qui sont présents normalement dans la salle, l'année dernière, on est arrivé du coup dans le podium de Shift avec un projet qui s'appelle GenCloud. Et du coup, la problématique, c'était d'essayer d'aider les commerciaux qui arrivent en appel découverte à poser les bonnes questions, du coup en temps réel. Et le hack justement qu'on devait trouver ce week-end-là, c'était comment faire ça pour que ce soit fluide, intéressant et pertinent dans le cadre des appels commerciaux. Et du coup, on avait essayé de faire ça avec une extension qui récupérait justement ce qu'on disait pendant la visioconférence. Et du coup, il y avait un dev, plus moi. Normalement, j'étais dev, mais du coup, je fais du no-code. Et du coup, le dev, en fait, il avait fait l'extension Chrome, qui vient se plugger, récupérer toutes les paroles, le texte, le fournir ensuite à mon API qui était faite avec Make. Et du coup, Make, il envoyait les données de ChatGPT dans la visio, que pour le commercial. Et le commercial, il n'avait plus qu'à lire, m'a posé la question. Et puis, gérer son code. Donc, voilà. Ensuite, 3 petites clés pour réussir un projet en moins de 48 heures. Pensez au M du MVP. Pensez pas au VC, au VP. Juste pensez au M. Faites ultra réduit. Itérez sur un seul problème, une seule solution. Et partez pas dans tous les sens, parce que vous n'aurez jamais le temps en fait, de tout faire. Ensuite, choisissez les bons outils dès le début. Donc ça peut être fait le vendredi soir ou peut-être le samedi matin. Mais en gros, ça sert à rien de prendre des trucs trop compliqués. Des outils qui sont encore en bêta, qui n'ont pas encore fait la preuve, etc. Partez sur des outils dont justement vous êtes à l'aise. Et voilà. Ensuite, je l'ai dit, je vais le redire plein de fois, mais il faut tester super rapidement. Donc dès que vous avez une idée, dès que vous pouvez la mettre en place, testez-la. Montrez-la à d'autres personnes, récupérez des feedbacks et continuez. Et du coup, juste pour parler des outils principaux, et je ne vais pas m'éparpiller dans tous les outils no-code parce qu'il y en a une ribambelle, et je vous partage juste après une petite
base de données où il y a tous les outils essentiels avec les tips et tout ce qu'il vous faudra pour Shift. Mais globalement, en termes d'automatisation, si on veut, entre guillemets, remplacer le back-end du pur dev, donc si vous voulez créer sans coder et du coup créer de manière visuelle, je vous recommande d'utiliser Make N8N, qui seront plugués avec le Supervised Airtable pour les données, en termes d'intelligence artificielle, de modèles de LLM, etc. Je pense que vous connaissez déjà. Un petit tips aussi que je vous donne, qu'on a utilisé au Startup Weekend avec l'équipe de Pacer, c'est de convertir un max les conférences, les talks, les personnes qu'on avait interviewées pour justement la traiter avec de l'intelligence artificielle derrière, et du coup avoir des interviews super rapides, etc. Donc je vous conseille d'utiliser Gladia. Il y a aussi Assembly AI qui fonctionne pas mal. En termes de prototypage rapide, vous avez Softer qui se plug directement avec Airtable, donc c'est plutôt pas mal. Sinon, il y a Lovable et Bolt qui ont fait leurs preuves durant cette dernière année. Je vais vous partager aussi des cas d'usage sur Lovable qui sont même montés jusque dans le podium de Product Hunt. Donc des gens en fait qui ont utilisé du prompt to application avec Lovable. Et je vous partage ça après. Et en termes d'input, vous embêtez pas à faire des interfaces compliquées. Vous avez juste besoin de récupérer une action ou une donnée utilisateur, ensuite la mettre dans un système avec Make-N8N et de la afficher comme vous voulez après. Mais utilisez Tally. Typeform, ça fait l'affaire des fois pour des POC. Et un thème qui revient très beaucoup, c'est pas très français. Un thème qui revient énormément, c'est les agents IA. Les agents IA, ça veut tout et rien dire. En fait, c'est juste un moment où on plug une IA qui va être connectée à des outils, qui va pouvoir faire des actions. Donc, c'est tout simplement ça. Par rapport à un assistant qui va répondre à la question, là, l'agent, en gros, il va pouvoir faire des actions. Là, l'agent que je vous présente ici sur cette slide, il fait 3 choses. Il va classer les mails que je reçois pour dire « OK, il y a un rendez-vous »,« OK, il n'y a pas de rendez-vous ». Si jamais il y a un rendez-vous, on passe à la suite. Ça va dans le premier agent. Le premier agent, il est censé dire « OK, il y a un rendez-vous ». Donc je génère la réponse que j'envoie par mail. Je lis le mail aussi, accessoirement. Je passe aussi mes données que je récupère de mon agenda avec le petit workflow tool que vous voyez en 3. Ça, c'est pour récupérer mes dispos. Donc en fait, l'agent ne peut pas répondre s'il n'a pas mes dispos de mon agenda. Donc en fait, là, il va aller chercher mes dispos sur le mois à venir, etc. Et ensuite, il va passer la suite et il va prendre rendez-vous. Il va envoyer les invitations à la personne par Google Calendar ici. Et du coup, la personne n'aura plus qu'à valider le rendez-vous. Et vous aussi, vous pouvez accepter le rendez-vous avec la visioconférence qui sera déjà préparée. Donc ça, c'est juste un petit use case, partie d'un template et amélioré avec des tests. Donc ça, c'est assez rapide à mettre en place et à tester. En conclusion, bon, j'ai un petit peu dit, mais si vous voulez aller super vite, vous prenez le no-code, prenez des outils sur lesquels vous êtes à l'aise. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le no-code, au pire, et que vous êtes plus à l'aise avec le dev, pas tant mieux pour vous. Vous pourrez aller plus loin, mais attention à vous focus sur un MVP qui marche et pas un projet parfait. Parce que du coup, au mieux une petite feature, ce que vous avez mené super loin et qui produit pas mal de résultats que vous pouvez démontrer, challenger et tester, plutôt qu'un truc qui n'est pas encore fait. Et du coup, adopter les bons outils. Et pour ça, je vous donne une petite base de données que vous pouvez tout de suite scanner, sur laquelle il y a plein de choses. Et voilà. C'est bon. Alors sans transition, moi je vais partir sur une petite touche chaîne développeur. Alors je crois que tout à l'heure il y avait 50% de développeurs dans la salle. Qui a au moins quelques notions de code? Ah oui, quasiment tout le monde. Ok. Vous allez voir qu'on va faire de la GenAI souvent en Python ou un peu en JavaScript. En vrai, c'est maximum 20 lignes de code par projet. Donc je pense que quasiment chacun d'entre vous y arrivera. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut transformer de l'image vers des images, l'image vers du texte, etc. Le plus courant, c'est quand même de manipuler du texte. C'est vraiment là qu'on travaille sur des LLM. On peut générer des images à partir de texte, on peut générer des vidéos à partir de texte, faire du speech to text, donc de la voix vers du texte pour faire du live, transcrire des choses. On peut faire l'inverse, régénérer du son avec du texte. Donc la GenAI, vraiment, c'est l'IA générative, donc on génère des choses.
et tout type de contenu peut fonctionner. Alors, la base du LLM, on va surtout parler de LLM ce soir, je de mon côté, c'est vraiment un outil qui est capable de se générer seulement un token à la fois, un mot à la fois. Et le mot qui va vous sortir, c'est le mot le plus probable. C'est juste ça. Tout ce qui est des fonctionnalités conversationnelles, de raisonnement, de formatage, de rendu, de raisonnement, c'est seulement des choses qu'on lui a bourré le crâne, le modèle, pour qu'il apprenne à reconnaître des patterns. Par exemple, je sais pas, à une époque, avant que les modèles de reasoning existent, on demandait souvent dans le prompt de décrire un raisonnement pour pousser le modèle à décrire des étapes intermédiaires. Et ben, en décrivant ces étapes intermédiaires, la probabilité du mot suivant s'affinait et ça donnait de meilleurs résultats à la fin. Donc vraiment, un LLM ne sait faire que ça, c'est tout bête. Un LLM, on peut aussi le voir comme une espèce d'énorme bibliothèque, donc toute la connaissance de l'humanité, donc des dizaines de milliers de milliards de mots compressés dans un petit modèle qui fait quelques dizaines de gigas. Sauf que ce modèle, il est entraîné une fois. Alors les modèles GPT 4.5 qui est sorti récemment, il a été entraîné il y a peut-être 6 mois. Donc en fait, la connaissance qu'il a acquise est bloquée il y a 6 mois. Donc on n'a plus de connaissances récentes dans ce modèle-là. C'est un truc à savoir. La base de l'utilisation, je pense que vous l'avez tous fait sur ChatGPT ou via des API, c'est de faire des prompts. Alors les prompts, il y a plein de techniques de prompting, vraiment je vais aller très vite. L'idée c'est souvent de commencer par dire qui on est, d'apporter un peu de contexte sur comment on fait appel à ce prompt. On lui donne ensuite une tâche. C'est très bien ensuite de lui mettre un format. J'attends un retour en anglais, en français, sous format JSON. Pourquoi pas lui donner des exemples? Comme ça va affiner un petit peu l'output qu'il va nous donner. Et parfois un ton. Si on a besoin de faire quelque chose de très formel, faut le préciser. Comme ça, il va vraiment nous rendre un contenu propre. Un prompt un petit peu plus avancé, c'est ce qu'on appelle le single shot prompting. C'est qu'en fait, on va lui donner des exemples de réponses possibles. Donc là, on va le pousser à faire un choix entre 5 possibilités: hater, question, feature request, bug report. Donc là, on va éliminer des hallucinations, on va éliminer des choses un peu imprécises. Pour aller encore un peu plus loin, on peut faire un prompt qu'on appelle le few shot, où là, en fait, on lui donne plein d'exemples. Feedback, blablabla. La réponse que j'attendais, c'était thankful. Encore un autre feedback, blablabla. La réponse que j'attendais, c'était hater. Et maintenant, si je te dis le feedback RAS, comment tu me le catégorises? Et en fait, il aura compris à travers les tâches précédentes, à travers l'exemple précédent, comment répondre, et votre réponse sera toujours de meilleure qualité. Voilà, ça c'est la base du prompting. Alors, le RAG, qui connaît bien le RAG? Ok, je vais un petit peu en parler. On a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Le RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. L'idée, c'est que donc, votre LLM a une connaissance interne qui est limitée dans le temps, et ce LLM n'a pas non plus accès à vos données privées. C'est un LLM qui a été entraîné avec des données publiques d'Internet. Donc vous allez l'alimenter avec des données externes. Ça peut être des données qui viennent d'une base de données privée de votre entreprise. Ça peut être des données d'Internet, des données collectées sur une API 30 secondes avant. Ça peut être tout format de données. Et donc vous allez alimenter votre prompt avec un contexte plus ou moins important, avec des données, je sais pas, le contenu d'un PDF, et vous allez bourrer tout ça dans le LLM, et le LLM va vous rendre un output bien plus précis, parce qu'il aura beaucoup plus de contexte pour répondre à la requête. Alors, je vais prendre un exemple d'une base de données privée où j'ai plein de données de PDF, par exemple, et je vais alimenter mon LLM. Alors, donc, mon utilisateur pose une question en langage naturel. À côté de ça, j'ai des documents de PDF en langage naturel. Comment est-ce que je fais pour trouver les bons PDF à envoyer dans le contexte de mon prompt? Alors ça, on ne sait pas faire en informatique. On ne sait pas comparer de textes un à un. Par contre, ce qu'on sait comparer, c'est des vecteurs. Ça, c'est des opérations mathématiques très simples. Comparer la distance entre deux vecteurs. Des vecteurs qui sont orthogonaux, ils sont très éloignés. Des vecteurs qui sont parallèles, ils sont beaucoup plus proches. Donc en fait, on a des procédés qu'on appelle la génération d'embeddings dans l'IA générative qui permettent de transformer votre question en langage naturel, donc la question vraiment du visiteur final, en un vecteur, et tous vos documents, vos PDF, tous les paragraphes de vos PDF, en un autre vecteur. Vous allez mettre tout ça dans une base de données, vectorielle qui est capable de faire des comparaisons de vecteurs. Et vous allez comparer la question qui vous a été posée avec l'ensemble des vecteurs de tous vos PDF et de toutes vos bases de connaissances. Alors,
on refait le process. Donc, vous avez une base de connaissances, vous la convertissez en vecteur, vous la stockez dans une vecteur DB. Et ensuite, quand votre utilisateur arrive, il pose des questions, on va régénérer un vecteur à partir de la question. On va comparer les vecteurs qui sont similaires dans la base de connaissances, ce qui va nous renvoyer les documents de la base de connaissances. Et ensuite, on va alimenter le prompt qu'on envoie au LLM et il va nous répondre de manière beaucoup plus précise. Voilà. Est-ce que c'est clair pour le RAG ou pas? Ok, top. Alors, en base de données vectorielle, il y en a plein qui sont lancés ces dernières années. Vous avez vu quelques logos. Moi, j'ai tendance maintenant à pousser les gens à utiliser des bases de données qui sont bien installées. Donc, enfin, des trucs très connus comme PostgreSQL ou Elasticsearch, parce qu'en fait, ils ont rajouté des fonctionnalités de comparaison de vecteurs et de stockage de vecteurs. Donc, voilà, ce sont des bases de données plus généralistes que vous avez probablement déjà dans votre stack et que vous pouvez très rapidement setup sur une plateforme cloud. Petite info, notre meet-up de juin sera sur les DB vectoriels avec une boîte qui vient de Paris pour nous parler de comment ils ont conçu une DB vectorielle. Voilà, je vous en dis pas plus. Ok, j'avance. Récemment, en 2024-2025, on a vu arriver une nouvelle fonctionnalité dans les LLM qui est le structured output. Est-ce que certains d'entre vous se sont servis? Ok, très peu. Quand on discute avec un LLM en tant que développeur, s'il nous renvoie un texte au langage naturel, c'est difficile à traiter. Nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est peut-être un CSV, c'est peut-être un format JSON, un format YAML. En fait, les LLM maintenant savent de manière très précise renvoyer des formats qu'on lui demande. À une époque, on disait dans le prompt, renvoie-moi un format JSON qui est formaté de telle manière, avec telle clé. Sauf qu'il y a toujours des hallucinations, c'est toujours un peu pété, et peut-être 10% du temps, ça ne marchait pas. Là, c'est vraiment votre librairie OpenAI ou Mistral qui, vous allez lui donner un objet user, et il va remplir vraiment les champs du user par rapport à ce qui aura été généré par le LLM. Donc c'est vraiment tout abstrait, et ça fonctionne quasiment tout le temps. Une autre fonctionnalité, le function calling. Alors, l'idée du function calling, c'est que vous avez des fonctions dans votre code. Par exemple, une fonction qui s'appelle getCurrentWeather, qui va faire un appel d'API de votre code pour récupérer la météo. Cette fonction prendra en paramètre le lieu, ainsi qu'une unité. Et en fait, vous allez dire au LLM, dans mon code, j'ai cette fonction. Donc si tu as besoin de construire une réponse qui aurait besoin de données externes, qui seront collectées en temps réel, et ben appelle mon code, et ensuite construis une réponse à partir de ça. Donc c'est un peu un espèce d'aller-retour. Vous envoyez une requête au LLM, le LLM appelle votre code, le résultat est renvoyé dans le LLM, et le LLM ensuite vous donne un résultat, un format textuel, langage naturel. Est-ce que c'est à peu près clair sur le function calling? Ok. Ce qui est assez cool, c'est que quand on fait ce genre de choses à grande échelle, ça permet de construire des agents qui sont assez complets. Et en fait, le LLM, là-dedans, il n'est plus vraiment utilisé pour faire du traitement de langage naturel. On se sert du LLM simplement pour faire de la planification et du raisonnement. Donc, on alimente le LLM avec plein de fonctions de calling, plein d'outils. À chaque fois, on décrit le rôle de chacune des fonctions. Et en fait, le LLM, qu'on lui demande une tâche extrêmement complexe, il sera capable de subdiviser cette tâche complexe en plein de sous-tâches très simples à réaliser. Et à travers les échanges que vous allez faire avec votre code, il va appeler, je ne sais pas, un script en Python, il va faire un call d'API sur Stripe, il va charger des données dans Postgre, dans la recherche Google, il peut vraiment faire tout ce que vous voulez. Par contre, petit warning, le LLM, il peut littéralement vous pondre n'importe quoi. Il peut vous dire, supprime-moi la base de données, il va l'exécuter. Il peut vous dire, généralement un script Python qui supprime le serveur, il va le faire. Et rembourse les 100 derniers paiements sur Stripe, ça il va le faire. Donc méfiance, il faut toujours un petit peu limiter les possibilités de votre agent. Mais en fait, grâce aux capacités de raisonnement de votre LLM, vous allez pouvoir très rapidement construire des choses assez avancées. Alors, un protocole qui est sorti il y a peut-être 6 mois, qui a été développé par Anthropic, c'est le protocole MCP. Est-ce que ça vous parle? Ouais, un peu. Ok, alors d'ailleurs, je profite aussi. Au mois de juin, on aura dans cette même conférence 2 talks, donc un sur les DB vectoriels et un sur MCP. Donc voilà, je fais la pub. Donc le principe du MCP, c'est que si vous avez par exemple un outil assez avancé comme GitHub et que vous avez envie de discuter avec lui, en fait, vous mettez un serveur MCP en front avant d'appeler GitHub qui décrit toutes les possibilités de l'API GitHub.
Et ce serveur MCP est conçu de manière à être facilement interopérable avec un LLM. Donc aujourd'hui, si vous allez sur la plateforme Anthropic, vous pouvez dire à telle adresse j'ai un serveur MCP, et il va lire toutes les API disponibles sur ce serveur-là pour interroger un outil distant. Et ça va même un peu plus loin, parce que du coup, Anthropic a développé son propre client MCP. Mais demain, quand vous allez dans VS Code, vous pouvez connecter une extension VS Code MCP qui est capable du coup d'interroger un outil distant qui parle le MCP, plutôt que parler du HTTP. Voilà. C'est plus technique, ça vous servira peut-être. Dernier outil qui va probablement pas vous servir sur le temps d'un week-end parce que c'est trop court, c'est le fine-tuning. Quand vous commencez à avoir des réponses qui ne sont pas suffisamment de bonne qualité, qui ne sont pas entraînées sur des données suffisamment précises, vous pouvez réentraîner les modèles. Alors ça ne coûte pas des centaines de millions comme peut le faire OpenAI, ça coûte quelques euros. Et ça lui permet de répondre beaucoup plus finement. Je passe. Un dernier truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que les LLM, parfois on vous annonce qu'un LLM est capable de traiter un prompt qui fait 1 million de tokens, 2 millions de tokens. En réalité, la plupart du temps, les LLM galèrent sur les prompts qui font plus de 32 000 à 64 000 tokens. Donc gardez en mémoire vraiment, si vous avez des prompts trop gros, il faut mieux les subdiviser en plein de petites tâches, plutôt que faire des prompts absolument énormes. Alors ça, ce que je vous montre, je vous laisserai aller voir les slides plus tard, hein, c'est un benchmark qu'on appelle Needle in a Haystack. Donc c'est l'aiguille d'un bout de foin. En fait, là, on montre que sur les prompts absolument énormes de 128 000 tokens, on arrive à se souvenir un petit peu des derniers éléments, mais les premiers éléments qui ont été écrits dans le prompt, le LLM ne les retrouve pas. Ok, je passe. Voilà, après, vous avez parfois des LLM qui sont un peu plus spécialisés. Des LLM, par exemple, qui sont entraînés pour produire du code, qui sont entraînés pour reconnaître des images, c'est ce qu'on appelle des LLM multimodaux. On a des modèles qui sont prévus pour générer des embeddings, donc les fameux vecteurs qu'on utilise dans le RAG. Et en gros, la GenAI, c'est à peu près ça. L'année dernière, on avait prévu un partenariat avec Kingface qui vous donnait accès à plein de modèles. Cette année, on ne l'a pas fait parce que c'était pas trop utilisé l'année dernière. Mais si vous avez des besoins, n'hésitez pas à venir nous voir, on aura des modèles à vous donner. Ok. Ouais, je vais passer. En termes de techno, vraiment pratico-pratique, si vous faites du RAG ou des agents, ce que je vous ai montré juste avant, il y a une techno qui est très simple pour prototyper, elle s'appelle LangChain. C'est en moins de 10 lignes, vous allez pouvoir construire votre RAG avec la petite DB vectorielle. Alors, il y a beaucoup de critiques qui est faite sur LangChain, parce qu'en fait, LangChain vous met à disposition une centaine d'outils différents pour vous connecter à Wikipédia, pour vous connecter à la recherche Google. Donc en production, dans des vrais projets sérieux, c'est très rarement utilisé. Pour faire du prototypage en quelques heures, ça va très vite. Voilà. Autre outil, on a eu un talk de Gladia il y a 3 mois, en fin décembre, avec son fondateur. Ça, c'est un outil de speech-to-text auquel vous aurez accès pendant le week-end. C'est en fait, vous lui envoyez la voix, soit en streaming, soit en lui mettant un lien YouTube, soit en lui uploadant un MP3, et il sera capable de vous transcrire ça en texte. Donc l'année dernière, on avait un projet qui visait à faire de la préqualification d'appels au SAMU. Et en fait, j'utilisais Gladia pour, en temps réel, traduire le texte et répondre à la personne qui appelait. Ce qui est assez cool avec cette techno, c'est qu'on peut faire de la diarisation, c'est-à-dire que quand il y a plusieurs personnes qui parlent dans la pièce, peut-être même dans des langues différentes, il va être capable de les isoler et de vous donner un tel code de qui parle à quel moment. Vous pouvez générer des sous-titres, des chapters en fonction du sujet abordé à plusieurs moments de la vidéo. Voilà, vous aurez l'occasion de tester. L'inverse, donc le text-to-speech, donc Eleven Labs, on vient de signer un partenariat avec eux. Et là, si vous avez envie, comme l'année dernière pendant le projet qui s'appelait Radiolama, si vous avez envie de générer des voix, voire même reprendre votre propre voix à vous pour régénérer un son à la demande, Eleven Labs fera ça pour vous. Et un dernier outil que je voulais vous montrer, c'est Streamlit. Alors c'est un outil qui est pas mal utilisé par les data scientists. En fait, ça permet de construire assez facilement des chatbots et des conversations. Et ça, vous pouvez l'héberger chez vous. Vous n'avez pas besoin d'aller sur OpenAI, sur un GPT pour le faire. C'est vraiment chez vous avec vos données à vous. Et en fait, ça se résume à ça. En 15 lignes de code, vous avez une conversation très simple. Vous pouvez interagir. Vous pouvez coder du Python pour ensuite appeler une API, faire un petit peu ce que vous voulez.
Voilà. Et en fait, Streamlit, à chaque fois que vous répondez à une question, il réexécute le code de haut en bas et il rajoute des messages au LLM pour vraiment établir une conversation. Voilà pour les aspects techniques, pour les quelques outils que vous avez à votre disposition pour démarrer un projet de GNI sur un hackathon. Voilà. Je vais essayer d'avoir votre attention sur ce qui reste d'attention. Ce que je vous propose, c'est quelques tools. Il y en a certains que j'ai déjà vus 4-5 fois sur les meet-up et qui m'ont vu, mais vous inquiétez pas, je vais aller assez rapidement. Il y a quand même des choses assez nouvelles. Quand on doit aller vite sur de la créa avec de l'IA, il y a des outils qui peuvent nous être utiles. Il y en a un notamment que je vais vous citer. Est-ce qu'il y a des designers dans la salle ou pas du tout? Ouais. Si? Ok. Nice. Ok. Un des outils que je veux citer avec vous, je vais aller assez vite, c'est Viscom, parce que dans le cadre d'un hackathon comme celui de Shift, on va faire beaucoup de software, mais si jamais on voulait faire des objets, du concept avec de la production peut-être plus tangible, c'est un outil qui est ultra efficace. En fait, Viscom, vous dessinez, ça vous fait le modèle 3D. Et c'est vraiment ultra efficace. C'est exportable ensuite pour pouvoir faire de l'impression 3D ou de la réalité augmentée. Donc il y a quelque chose qui est quand même très intéressant. Et notamment, on voit apparaître automatiquement un retour du dessin. Donc là où tout numérique semblait faire disparaître ces notions de dessin, là ça ne fait que se renforcer. Fallait que je mette un truc ou pas, Maxime? Non, c'est good? Ok, super. Donc un exemple que certains connaissent peut-être un peu déjà, j'ai un visuel que j'ai généré par IA qui me plaît, j'ai un dessin, je fusionne les deux, et donc ça me permet d'avoir le résultat. Donc là c'est sur de l'archi, on peut le faire sur des objets, ça fonctionne très très bien. L'idée c'est de faire du sketch to render, instant 3D, l'exporter en réalité augmentée, et après, alors on n'a pas prévu d'imprimante 3D, là forcément pour Shift, mais si on veut prototyper, ça permet d'accélérer, de tester. C'est un outil qui est collaboratif, qui fonctionne super bien, parce que vous pouvez être à plusieurs en train de bosser, tester, prompter à l'intérieur, donc ça fonctionne bien. Le travers qu'il y a, c'est que c'est pour des gens qui savent dessiner, pour le coup. Et donc, c'est pour ça que j'y vais vite là-dessus. Il y en a qui savent dessiner des trucs un peu techniques, les designers là. Ouais, ok. C'est Midjourney sinon. Ah ouais, sinon, mais après Midjourney, ça risque de pas être très utilisable, les objets qu'il va vous proposer. Si je vous mets cette image-là, ça vous fait penser à quoi spontanément? Pour voir si on a tous le même trauma depuis quelques mois. Le spam, ok, c'est exactement ça. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser l'outil qui vous spam, mais pour un usage un peu plus positif. Alors, tu l'as cité tout à l'heure, Samuel, c'est sur Eleven Labs. Pour faire rapidement, dans l'interface d'Eleven Labs, il y en a qui ont déjà testé de cette fonctionnalité-là, Conversational AI. Si jamais vous avez envie de tester, le premier abonnement le moins cher, il doit être à $5. Et en plus, la première fois, ça doit être divisé par 2 ou pour $1. Donc si vous voulez le tester, c'est vraiment pas cher du tout. Et donc en fait, vous pouvez créer vos différents agents. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout un prompt système. Donc vous lui expliquez qui il est, le rôle qu'il incarne, etc. Donc en fait, c'est hyper facile à fabriquer. C'est super rapide. Pour le coup, vous pouvez tester pour $1 ou $2. Donc si jamais il y en a qui sont curieux d'un usage créatif que vous pourriez avoir, ou même d'ailleurs pas forcément créatif, et vous le voyez, il y a les phone numbers, on peut mettre la base de connaissances avec le knowledge, donc c'est hyper accessible pour prototyper et tester, et tout ça avec de l'API, etc. Donc vraiment, ça c'est un outil si vous voulez faire parler, si vous voulez qu'il y ait un service après-vente dispo H24, 7 jours sur 7 ou je ne sais quoi, peut-être que demain au Palace, on pourra demander à quelqu'un à 23h de nous ouvrir et nous demandera qui on est et on pourra discuter. En tout cas, voilà, Eleven Labs, c'est hyper accessible et notamment, on est très content qu'ils nous soutiennent sur l'événement. Voilà, je voulais vous partager ça. The Tool pour les créations sur l'event, nous, là, ça va être Syllab, notamment pour une raison. Moi, vous savez, non, on se connaît pas. J'aime bien Midjourney. J'aime beaucoup Syllab quand c'est dans un cadre comme celui de notamment de Shift. Parce que là, ils nous fournissent l'API, donc ça change tout. Bidouiller un truc pour qu'on arrive à avoir des résultats avec d'autres types d'outils. Donc voilà, donc toute la gamme de services qu'il y a chez Syllab, c'est quelque chose qu'on va pouvoir avoir. Je ne vais pas rentrer sur le détail de l'API, puisque je vais passer pour un crétin après toi, Samuel, sur la partie technique. Donc ça, n'hésitez pas. Dans le cadre du Shift, et même pas Shift en fait aujourd'hui, moi je vais vous partager mon prompt upscaler. Donc c'est l'assistant ChatGPT qui prompte à ma place sur Midjourney. Okay,
Donc tous ceux qui n'ont pas forcément envie de passer 200 heures, 300 heures, 400 heures et plus à apprendre à faire le prompt parfait pour une image, en gros, je vais vous partager là aujourd'hui, pour la première fois. Non, mais en plus, je l'ai écrit à la voix, mon assistant. Donc il est écrit, c'est même pas excellent, mais en fait, à la base, normalement, on va plutôt donner un document, l'IA, elle va la traiter et elle nous donne un document sorti. Là, en fait, vous mettez votre idée et ça vous fait un prompt optimisé. Donc, vous pourrez faire pause sur la rediff ou si on envoie les slides. Ouais. Vous aurez tout le prompt à faire pour pouvoir avoir votre assistant mid-journée. Donc, en gros, on va pas le lire globalement. On va pas lire en entier, mais tu as un prompt upscaler, tu transformes une phrase courte en phrase plus longue en anglais, tu dois adapter un format d'écriture spécifique pour les IA qui ont besoin de comprendre les mots dans un ordre particulier. Attention, si vous utilisez mid-journée, ne dites pas que c'est pour mid-journée. Parce que comme on est en juin 2024 pour ChatGPT, du coup, il vous met des trucs fake, donc il vous rajoute des bêtises. Donc on va juste dire que c'est pour une intelligence artificielle, et ensuite on va faire un one-shot learning en mode simple. Je lui montre comment il faut qu'il fonctionne, et du coup, il va copier. Donc là, je lui ai mis un prompt de base, et je lui ai dit chaque élément à quoi ça correspond, et donc en fait, ça fonctionne directement. Voilà. Donc Cinematic Shot, voilà, bref, il y a un exemple. Comme Cinematic Shot et Fujifilm Superia, c'est un type de caméra et un type de plan, je lui dis après, Cinematic Shot et Fujifilm, c'est des exemples, mais tu dois en choisir d'autres en fonction du style, des techniques, du type d'appareil photo. Ça, ce prompt upscaler, ce que je trouve intéressant pour les non-créa aussi, c'est que du coup, vous êtes devs, commerciaux, etc. En 2 secondes, vous avez votre idée, hop, c'est alimenté dans votre slide, et ça va assez vite dans une capacité de production. Est-ce qu'il y a les personnes qui créent de temps en temps, enfin qui font de la créa graphique dans la salle, il y en a un peu? Ouais. Est-ce que vous êtes tous bons en anglais? Ouais, ok. J'ai vu des yeux qui louent au ciel. En fait, dans le processus de création, quand tu es en train de créer et que tu dois te dire comment je dis un escalier en colimaçon en anglais, là, c'est vraiment le blocage. Et donc après, il faut aller chercher sur Internet et plus sur ton idée. Donc en fait, l'idée avec ça, c'est de pouvoir quand même accélérer. Donc, mon prompt upscaler, j'écris un prof de maths qui utilise un ordinateur en étant au milieu de la Révolution française. Si jamais pendant Shift, j'ai besoin d'un projet pour faire de l'immersion, vous avez compris, je fais la connexion avec tout à l'heure. Et donc lui, il va automatiquement me faire le prompt qui respecte. Donc là, il a identifié que c'était aussi un élément Cinematic Shot. Et donc, ça fonctionne. Il y a un élément dans le prompt, il me met « Using a vintage mechanical computer ». Moi, ce que j'aurais voulu, c'est que ce soit un prof de maths d'aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit prof de maths, d'ailleurs? Si, j'aurais dû choisir prof d'histoire. Je ne sais pas pourquoi je suis parti sur prof de maths. J'aurais voulu que ce soit un prof d'aujourd'hui qui aille dans le passé. Et là, il va me faire un prof du passé avec un matériel du passé. Donc là, je retourne dans les instructions que je vous ai filées tout à l'heure. Et je dis, en fait, ce que je veux, c'est que les personnages, ils passent d'une époque à l'autre. Donc tous les prompts que vous allez obtenir, c'est des gens qui voyagent dans le temps. Vous n'aurez plus besoin de remodifier à chaque fois. Et donc c'est vachement utile. En fait, dans les instructions de votre assistant, vous décrivez votre projet et il fera que des prompts au service de votre projet. Vous voulez qu'il y ait toujours des fruits parce que vous parlez de la santé, que vous parlez de bien manger, toutes vos images, elles auront des fruits, il fera jour. Bref, vous allez contextualiser le type d'image que vous voulez. Donc ça vous aide vachement. Ok ? Voilà comment il voit la Révolution française. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout le monde qui est autour de ce prof de maths. Okay. Non, je lui ai dit de repartir sur un ordinateur qui était plus moderne. Et donc ça fonctionnait un peu mieux. Donc lorsque tu dois proposer un prompt de personnage dans une époque qui n'est pas la sienne, alors tu ajoutes des détails sur cette tenue pour que le résultat exprime clairement une différence d'époque. Ça, c'est le prochain test. Je vous laisserai le tester chez vous pour que vous voyez qu'il porte des sneakers et un sweat à capuche. Petite technique que je rajoute, quand vous fabriquez un assistant, sur Chat par exemple ou sur n'importe lequel, moi je suis pas dev, mais j'aime bien lui créer des macros, donc je me crée des raccourcis et des macros, pour que quand j'utilise l'assistant, j'écris juste slash et un mot de passe à moi-même. En fait, je joue au KEMS avec lui, je lui fais avec un macro le fait d'agir d'une certaine manière. Donc par exemple, si dans mes instructions, j'écris /past. Quand l'utilisateur écrit /past ou /p, alors le prompt doit s'ancrer dans la Révolution française. Le jour J, j'ai besoin de faire un visuel dans la Révolution française. J'ouvre mon assistant ChatGPT, je fais /past ou /p. Là, je vais écrire des personnes qui discutent autour d'une table. Et donc, je vais récupérer un prompt
qu'est dans la Révolution française. Vous avez? Ou j'ai perdu tout le monde? Non, ça va? Ouais, voilà. Donc là, ça permet de contextualiser. Vous vous en doutez, avec les marques, c'est un délire, parce que tu as /J quand il fait jour, N quand il fait nuit, tu fais toutes les lettres avec les mois, bah, bref, vous pouvez faire toute votre déclinaison. Et donc, dans une production rapide en hackathon, c'est trop bien. Vous n'avez pas à repenser comment est-ce qu'on dit le coucher du soleil, etc. Ça marche. Là, je vous l'ai mis avec l'image. En fait, ça fonctionne avec toutes les utilisations possibles. OK ? Voilà. C'était mon petit hack image. En tout cas, utilisable dans le cadre de Shift ou d'un hackathon pour aller en speed, c'est les outils les plus rapides. Sinon, on peut en discuter après si vous avez des envies sur la vidéo, etc. Mais voilà, je vais finir là. C'était très bien. Merci Simon, on peut applaudir.